Monsieur Ferrier, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la première personnalité que je rencontre et que je vais interviewer à l'occasion de ce SIHH 2018. Toute première question, comment ça va? Écoutez, ça va bien. On est ravis de se trouver au SIHH pour la 3e année. Pour nous qui sommes relativement jeunes dans le métier, puisque notre première pièce est sortie en 2010, on était très fiers d'avoir été pris il y a 3 ans dans le premier carré des horlogers. On est ravis de s'y trouver encore cette année. Sachez que nous sommes ravis aussi de vous y rencontrer. Merci. Monsieur Ferrier, ce qui est intéressant avec vous, avec votre jeune marque, c'est son histoire. Est-ce que vous pouvez nous le raconter rapidement, puisque il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'anecdotes. Alors, l'histoire est drôle. Moi, je suis horloger de formation. Mon père est horloger, mes grands-pères étaient horlogers, mes arrière-grands-pères aussi. Donc, on était vraiment toute une famille d'horlogers. Et dès la fin de l'école d'horlogerie, je suis rentré chez Patek Philippe. J'y ai travaillé 37 ans, donc j'ai vraiment fait toute ma carrière là-bas. Et ma deuxième passion était la course automobile. Et en 1979, on avait eu l'occasion de finir 3e des 24 heures du Mans. Et j'avais offert une Patek Philippe Nautilus à mon coéquipier, qui était un industriel français et un ami. Et quand on se voyait, il me disait, mais Laurent, tout le monde me dit que Patek Philippe est la plus belle marque du monde, mais c'est tellement difficile de pouvoir s'en procurer une. Un jour, on va en faire, on va monter une marque nous-mêmes. Mais on se racontait ça comme quand on va en vacances en Corse, puis on dit on va ouvrir un restaurant de plage. C'était ni un espoir, on avait mis ça complètement de côté dans le cerveau. Et il y a quelques années, François Servanin, qui est principal actionnaire de la société, actuellement vient de trouver, il me dit écoute Laurent, c'est le tout dernier moment, est-ce qu'on l'a fait, cette montre, ou on la fait pas? Et j'étais à 3 ans de la retraite, donc ça paraissait un peu fou. Mais j'ai un fils qui était lui-même constructeur de mouvements chez Roger Dubuis, donc je me suis dit c'est le dernier moment. Et comme François Servanin n'était ni un amateur vraiment d'horlogerie, ni un collectionneur, il m'a dit tu fais absolument ce que tu veux. Et du coup, c'est une chose à laquelle un horloger ne résiste pas en règle générale. Et on a eu l'occasion de faire le premier tourbillon, qui était une belle pièce. C'est une pièce d'ailleurs qui a été primée. Alors, première année, la pièce est sortie en 2010. On est allé à la foire de Bâle, où on a eu déjà quelques contacts très intéressants. Et on a fait un dîner de collectionneurs aux États-Unis. Et un des collectionneurs nous a demandé si on était inscrit au Grand Prix de l'horlogerie. Et on n'était pas inscrit au Grand Prix de l'horlogerie, puisque la pièce me paraissait trop classique pour être susceptible d'avoir un prix. Et un de ces collectionneurs faisait partie du jury et nous a dit non, mais cette pièce a quelque chose de tout à fait intéressant et les gens attendent actuellement des pièces qui soient dans cette catégorie-là de pièces intemporelles classiques. Et on s'est inscrit, c'est lui qui nous a inscrits, même c'était le tout dernier moment, et on a gagné le Grand Prix la première année. Ce qui a été un atout aussi, parce que vis-à-vis des clients potentiels, ça nous a donné un coup de sérieux qui était intéressant. Donc c'est quelque chose qui était bien vu d'un point de vue commercial, mais qui en même temps a pu aussi vous motiver vraiment à continuer et puis à pérenniser cette marque. Alors voilà, parce que là aussi, quand on a lancé la marque, on n'avait pas de business plan sur 5 ans en disant il faut qu'on fasse un chrono dans 3 ans, une répétition dans 8 ans. C'était vraiment, on fait une pièce et puis on regarde s'il y a de l'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, ma foi, on rentrera dans nos foyers tranquillement. Et du coup, comme il y a eu un intérêt, que c'était vraiment très très agréable, l'accueil était superbe, donc on a pu continuer à évoluer tranquillement. Monsieur Ferrier, aujourd'hui, que portez-vous à votre poignet? Je porte le tout premier tourbillon, c'est vraiment le proto numéro 1, et qui marche toujours très très bien. C'est une pièce que j'aime beaucoup, qui est très belle, qui est en acier, que vous portez régulièrement. Voilà, je la porte tout le temps. Je la teste dans mon jardin et tout va bien. Enfin, je coupe pas du bois avec. Oui, bien entendu, vous respectez quand même voilà. le produit. Et quelle est pour vous votre plus belle réussite horlogère? Ah bah c'est celle qu'on va faire dans 2 ans, je pense. Non,
une chose qui me fait très plaisir, c'est que chaque modèle qu'on a réalisé me fait plaisir. Donc quand on a fait le mouvement micro-rotor, le deuxième mouvement qu'on a réalisé, c'était pareil. Il fallait faire un modèle un peu plus accessible que le tourbillon, et on a fait un mouvement avec un échappement naturel de Breguet qui était un échappement particulier, qui était relativement difficile à mettre au point, mais l'idée de base était excellente. Et là aussi, ce mouvement marche maintenant très très bien. Les pièces, on est toujours dans la même catégorie. Donc voilà, je pense que chez Ferrari, chaque nouvelle Ferrari est plus belle que celle d'avant, mais quand on regarde l'ancienne, on la trouve belle aussi. D'ailleurs, votre réponse a été la réponse qu'avait donnée Enzo Ferrari quand on lui avait demandé quelle est votre Ferrari préférée. C'était la suivante, c'est vrai que... C'était la suivante. Mais c'est vrai que quand on a envie de construire quelque chose, que ce soit même les architectes doivent sûrement aussi se dire que la prochaine villa qu'ils construisent est certainement la plus belle qu'ils aient jamais faite. Et est-ce que vous avez une complication horlogère de prédilection ou favorite? Alors, l'idée n'est pas d'avoir des trop grandes complications. Alors je suis admiratif évidemment des grandes complications. L'ennui, c'est que plus on met de complications, plus la pièce est malgré tout difficile à faire fonctionner normalement. En général, les très grandes complications finissent dans un coffre et elles ne fonctionnent pas tout le temps. Même un quantième perpétuel avec une phase de lune, si vous avez des amis qui en ont une, les trois quarts du temps, si vous regardez la lune, elle n'est pas à l'heure parce qu'ils ont pas eu le temps de la mettre à l'heure. Donc l'idée est de faire des pièces qui soient agréables, lisibles, qui soient agréables à porter. Et le tourbillon qu'on a réalisé était plutôt de faire un tourbillon pour que la pièce soit un peu plus précise que les autres, mais pas pour le plaisir de la complication. Donc pour vous, la fonction prime quand même. La fonction prime, voilà. D'accord. Est-ce que, justement, on a parlé de l'automobile, c'est une de vos autres passions. Est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie que l'horlogerie et l'automobile? Je dirais maintenant, à mon âge, ça fait déjà beaucoup de passion. L'horlogerie me prend beaucoup de temps. Non, je ne suis pas un grand voyageur, je dois dire très honnêtement, malheureusement. Je ne suis pas un grand voyageur. Mais non, pour le moment, je me contente de l'horlogerie. Je reste toujours passionné d'automobile. D'accord. Et parlons aussi d'automobile. Est-ce que vous avez une voiture qui vous a marqué dans votre vie? Ou alors, quelle est la voiture de vos rêves? Alors, je dirais que c'est pas tout à fait pareil. La voiture qui m'a certainement marqué, c'est les Porsche 911, parce que ça fait 40 ans. Je crois que la toute première que j'ai eue était une Porsche 912, qui était le plus petit modèle de toutes les 911 au niveau de la ligne. Et après, j'ai eu une ou deux 911, c'est des voitures fantastiques, qui fonctionnent magnifiquement bien, qui sont agréables, qui ont un bruit terrible. C'est vraiment une voiture de sport absolument géniale. Comment, Monsieur Ferrier, comment est-ce que vous définiriez le luxe? Alors le luxe, ça pourrait être la beauté discrète. Difficile de définir le luxe. Et il peut y avoir quelque chose qui n'a pas obligatoirement une valeur folle, mais qui peut être un objet tout à fait luxueux, je pense. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une marque, qu'elle soit horlogère ou autre, qui incarne vraiment le luxe selon vous? Je pense que des grandes marques comme Hermès, Vuitton sont clairement des marques de luxe où ils vous font un porte-clés de luxe, une montre de luxe. Maintenant, est-ce que c'est ça tout à fait le luxe? Peut-être pas. Le luxe, ça peut aussi être de faire ce qu'on a envie de faire et de pouvoir se l'offrir sans être immensément riche, quoi. Donc, est-ce que ce ne serait pas une notion un petit peu variable? Ouais, c'est certainement. Ouais. Parce que le luxe, ça pourrait être d'être à la montagne et de manger un fromage avec un superbe morceau de pain et un verre de vin rouge. Ça peut faire partie du luxe. Hein. Monsieur Ferrier, est-ce qu'il y a un personnage historique ou contemporain qui vous a inspiré dans votre vie?
qui peut continuer à vous inspirer aujourd'hui? Non, est-ce que mon père m'a inspiré? Certainement, parce qu'il avait son atelier dans le même immeuble, donc on habitait au 4e étage et lui avait son atelier au premier. Donc certainement, il a dû inconsciemment m'inspirer. Pour être très honnête, je ne lui démontais pas les montres qu'il avait dans son atelier. J'avais plutôt tendance à faire des maquettes de petites voitures en plastique plutôt que démonter les montres de mon père. Mais certainement, il a dû m'inspirer à apprécier en tout cas ce genre de choses. Monsieur Ferrier, dans vos relations avec les autres, souvent on entend dire que vous êtes quelqu'un de très ouvert, de très compréhensible, de très doux avec les personnes. Quel est, selon vous, le défaut que vous pourriez avoir et quelles sont les qualités que vous appréciez chez les autres? Les qualités, c'est de partager honnêtement. Donc, effectivement, je pense que c'est primordial. Si on peut parler honnêtement avec n'importe qui, c'est vrai que c'est toujours très très agréable. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont extrêmement passionnants, intéressants et agréables. Il y a des gens fantastiques. Puis il y en a d'autres qui le sont un peu moins, mais ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Tout à fait. Monsieur Ferrier, j'ai une petite question qui est essentielle. Quelle heure est-il? 11h05. Merci, monsieur Ferrier. C'est moi qui vous remercie.